Alors, bonsoir madame, bonsoir monsieur, et bienvenue à ce nouveau chapitre de magistrature ou dictature. Alors, je me représente encore une fois, Alain Rioux, pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques données, puisqu'on a terminé l'histoire, si vous voulez, malheureuse, des événements qui ont mené à la destitution de la juge André Rufo. Alors, on va aborder ce que j'appelle le chapitre 5. Les juges de la Chambre de la jeunesse acceptent-ils 95 ou 98% des demandes qui sont déposées par les intervenantes du DPJ? Donc, la question est de savoir si c'est 95 ou 98%. Et je vous dis pourquoi, je vous explique. Dans la consultation générale sur le projet de loi 125 qui a eu lieu en 2007 à l'Assemblée nationale, dans la consultation publique, c'était la loi qui a modifié la loi sur la protection de la jeunesse en 2007 en incorporant dans la nouvelle loi, si on peut dire, le motif de compromission du développement de l'enfant pour mauvais traitement psychologique. Et je vous laisse l'adresse où vous allez pouvoir consulter les faits que je vous présente maintenant. Donc, je vous présente une partie des débats, dans le fond. C'est le docteur Pierre Foucault qui témoignait devant la commission de 2007. Et cette commission-là a ouvert une porte immense aux intervenants du DPJ avec les motifs de compromission pour mauvais traitement psychologique. Et c'est devenu ce qu'on voit régulièrement dans beaucoup de causes, ce qu'on appelle le conflit de séparation, qui est en fait l'objet principal de mon témoignage que j'ai déposé à la deuxième journée d'ouverture des audiences de la commission spéciale, la commission Laurent. Le motif de mon intervention, c'était sur le motif de conflit de séparation. Donc, j'ouvre une petite parenthèse avant de vous parler du docteur Pierre Foucault. En ce qui concerne l'évolution des interventions du DPJ entre 2003 et 2018, le constat est le suivant, et je vous présente un petit tableau pendant que je vous explique. Donc, les signalements ont augmenté de 50%. Toutefois, les signalements retenus ont baissé de 15%. Le nombre d'enfants pris en charge par la DPJ n'a, à toute fin pratique, pas bougé, ça n'a pratiquement pas changé du tout. Le motif de compromission pour abandon, l'article 38A, qui est le premier motif de compromission, lui a chuté de 50%, c'est-à-dire qu'il a diminué de moitié. Le motif de compromission pour trouble de comportement, qui est le dernier des motifs, trouble de comportement de l'enfant, lui a chuté de 50%, lui également. Le motif de négligence, qui avait augmenté de 10% avant que la nouvelle loi soit mise en vigueur, c'est-à-dire de 2003 à 2007, ce motif a lui aussi chuté de 30% après 2007. Bref, pour résumer la modification de la loi sur la protection de la jeunesse par le projet de loi 125 de 2007, ce sont les motifs de mauvais traitement psychologique qui ont fait une progression fulgurante après 2007, notamment avec le dit conflit de séparation. Maintenant, revenons au docteur Foucault devant la commission qui étudiait le projet de loi 125. Donc, le docteur Foucault est une personne qui a passé 40 ans à travailler dans le milieu, notamment de la protection de la jeunesse auprès des enfants et des parents. Donc, je vais vous citer une partie de son discours devant la commission d'études sur le projet de loi 125,
qui a lieu le jeudi 23 février 2006. Mais avant, j'aimerais vous rappeler de ce qu'on a déjà parlé au cours de notre étude, qu'Albert Gobeil était le juge en chef de la Cour du Québec qui a déposé la deuxième plainte contre la juge Ruffo en 1990, qui s'est étirée jusqu'en 1997 et qui a eu une intervention à la Cour suprême du Canada dont nous avons parlé dans le dernier chapitre notamment. Alors, on est en février 2006 devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un mois avant la démission de la juge Ruffo. Le président de l'Assemblée, M. Copeman, dit « Monsieur Foucault, il vous reste 2 minutes. » Donc, M. Foucault répond « Merci. Je prends un exemple. Le juge Gobeil nous disait à un moment donné, dans une conférence, et je cite ce qu'il dit que le juge Gobeil a présenté, « 95% de vos recommandations sont retenues par les tribunaux. » Il dit 950 de moyenne au bâton. C'est quand même respectable. Je poursuis les paroles de M. Foucault. Madame Ruffo, je pense, disait 98% dernièrement à la télévision. Donc Pierre Foucault, le médecin, dit « Pour moi, je trouve ça extrêmement ambigu comme clinicien. Parce que si c'est 98% de mes recommandations qui sont retenues, est-ce parce qu'elles sont toutes très bonnes et elles sont toutes dans l'intérêt de l'enfant, ou si je présente au tribunal uniquement ce que je sais qu'il va retenir? Et, pour avoir été témoin expert au tribunal pendant plusieurs années, pas loin de 10 ans, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont présentées parce qu'on sait que le juge va les accepter. Pas nécessairement parce que c'est ce que l'enfant a besoin. Parenthèse. On peut se poser 2 questions sur ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de voir. Comment peut-on expliquer que la compromission du développement de l'enfant a tellement changé en quelques années seulement? C'est-à-dire que c'est pour des motifs psychologiques qu'on place les enfants en famille d'accueil, qu'on les donne à l'adoption ou qu'on les confie à un seul des 2 parents. En somme, comment cela s'explique-t-il alors que le nombre d'enfants pris en charge par la DPJ sur ces 15 années-là n'a strictement pas changé et demeuré le même? Comment ça se fait ça? Qu'il y a une aussi grande modification du mauvais traitement, d'abandon, de négligence, de mauvais traitement physique, d'abus sexuels, etc., qui se retrouvent aujourd'hui dans le mauvais traitement psychologique, alors que le nombre d'enfants qui est pris en charge reste pareil. On peut se questionner. 2e question. S'il arrive que les recommandations ne sont pas présentées au tribunal parce que l'enfant en a besoin, comme vient de le dire Pierre Foucault, mais qu'elles sont plutôt présentées au tribunal parce qu'on sait à l'avance que les juges de la Chambre de la jeunesse vont les accepter. Ils vont être en faveur. Est-ce qu'une personne raisonnable et bien renseignée peut en arriver à la conclusion que les juges de la Chambre de la jeunesse manquent d'impartialité? Est-ce qu'on peut en arriver à la conclusion qu'il existe une crainte d'impartialité? Et c'est ça le but de l'exercice. On est rendu maintenant au chapitre 5
On en a parlé. On a vu qu'est-ce qui s'est passé. Et on constate aujourd'hui que 98% des requêtes sont acceptées et qu'un professionnel de la santé se questionne lui-même et dit évidemment que souvent, en tout cas, qu'il arrive, on va dire que les requêtes sont tout simplement présentées parce qu'on sait qu'elles vont être acceptées favorablement par la Chambre de la jeunesse. Donc, avant tout, ce que nous pourrions apporter comme réponse à cette question devient de plus en plus évidente et concordante avec les faits connus que nous connaissons maintenant, qui nous permettent de faire des inférences sur le fait inconnu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou non impartialité. Maintenant, les paris sont ouverts. Est-ce que la juge Ruffo à 98% ou le juge Gobeil à 95%? Maintenant, je vais vous présenter la réponse et j'aimerais remercier dans un premier temps mes collaborateurs qui ont colligé l'information, c'est-à-dire qui ont mis les informations qui proviennent des dossiers, des rapports statistiques qui sont produits par les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, les rapports statistiques AS 480, qui sont remis annuellement au ministère de la Santé. En vérité, je vais vous le dire, la DPJ gagne 98,4% de ses causes devant la Chambre de la jeunesse et c'est pratiquement 99%. Maintenant, je repose la question, est-ce qu'un parent qui se présente devant la Chambre de la jeunesse pour contester, puisque la loi sur la protection de la jeunesse offre la possibilité aux parents et aux enfants de contester une décision prise par une intervenante de la DPJ. Mais quand on observe ça, est-ce qu'un parent qui se présente sans avocat devant la Chambre de la jeunesse pour contester une décision de la DPJ a des chances? Quelles sont ces chances? C'est plutôt 0%. Je suis vraiment désolé d'avoir à vous présenter ces choses, même si, selon la loi, vous avez le droit de contester. Les chances, si vous n'avez pas d'avocat, et surtout si vous n'avez pas de contre-expertise, et on le sait, il existe maintenant pratiquement personne qui veut faire des contre-expertises contre la DPJ au Québec. Notamment dans les régions du Québec, les avocats ne sont même pas capables de trouver quelqu'un dans les régions éloignées pour faire une contre-expertise. Et devant le tribunal, je le répète souvent à plusieurs parents qui m'appellent, je l'ai répété encore aujourd'hui, la DPJ, l'intervenante est considérée comme un expert aux yeux du juge du tribunal de la Chambre de la jeunesse. Et si vous n'êtes manifestement pas capable de lui opposer une contre-expertise par un professionnel de la santé, et non pas tout simplement en contestant, vos chances, je suis désolé, mais vos chances sont à peu près nul, malheureusement. Donc, abonnez-vous à notre page si ce n'est pas déjà fait, puisque la série Magistrature et Dictature n'est pas encore terminée. Madame, Monsieur, je vous laisse avec un peu de musique et le tableau des informations sur les données qui démontrent clairement sur 10 ans que le taux
de réussite de l'intervenante est de 98,4 devant la Chambre de la jeunesse. Désolé. Merci. Bonne fin de soirée. À bientôt.